Bonjour à tous et à tous. La conférence d'aujourd'hui est sur Notre-Dame de Paris. Je voulais d'abord m'excuser à partir de la dernière conférence, il y a eu une erreur de manipulation de ma part par inexpérience où j'ai interrompu au moment du débat. Donc voilà, vous avez été frustrés de la possibilité d'intervenir par rapport à ma conférence. Donc on va essayer de ne pas faire cette bêtise aujourd'hui. Donc, la conférence aujourd'hui est sur, comme vous le savez, sur Notre-Dame de Paris, qui est un sujet d'actualité puisque nous sommes au premier anniversaire de ce malheureux incendie et avec des péripéties sur la construction aujourd'hui qui feront l'ossature de la discussion d'aujourd'hui, de la conférence. Il y avait plusieurs thématiques, il y avait le temps du chantier, il y avait la reconstruction de la flèche, il y avait aussi la charpente, comme la flèche, doit-on le faire à l'identique ou pas? Voilà, donc ça faisait plusieurs sujets de polémique, et dans la deuxième partie de la conférence, on élargira le débat sur l'architecture en général, sur le gothique en particulier, et sur, disons, pas uniquement l'aspect technique, mais un aspect qui est plutôt culturel de la cathédrale, l'architecture gothique, l'opacité, la transparence. Bien, alors, il y a eu des émissions de télévision qui ont été sur France 2 notamment, par Stéphane Bern. Il y avait une première émission qui était très bien faite d'ailleurs, sur reportage sur le chantier, donc avec une caméra extrêmement mobile et montrant des choses qui étaient particulièrement instructives. Et on avait les intervenants différents qui étaient l'architecte des bâtiments de France, Villeneuve, et puis son jeune assistant, lui aussi architecte des bâtiments de France, et puis aussi, et ce qui était fort intéressant, les différents intervenants et les entreprises, ce qui était aussi les différents ouvriers, les entreprises. Bon, c'était particulièrement intéressant. À la suite de ce programme, dont c'était il y a une dizaine de jours, il y avait une animation 3D, alors effectivement, qui était bien mieux réussie que les animations 3D que l'on avait il y a 10 ans, 20 ans, où ça ressemblait plus à des Playmobil, et c'était assez, on peut dire assez infantile, et là, bon, c'était un niveau supérieur. Ceci étant, et j'en parlerai tout à l'heure, il y avait des choses assez surprenantes sur cette vidéo qu'on ne peut pas prendre comme argent comptant. Alors revenons à cette première vidéo, la première émission, le premier reportage qui était sur le terrain donc, et qui a montré le déroulement à la fois de l'incendie et jusqu'à l'époque tout à fait récente, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, du confinement qui a arrêté donc le chantier. Alors, c'était intéressant, comme je vous le disais, à plus d'un titre. Il y avait, bon, ça fait partie du jeu dans ce type d'émission. Il y avait pas mal de lyrisme, et on va essayer de séparer le lyrisme qui est propice pour un sujet comme celui-là, dans lequel il y a convoqué à la fois la religion, à la fois l'histoire, à la fois Paris, la France, le regard international, le tourisme, enfin tous les aspects qui sont autour de l'architecture, pour bien dissocier les deux. Alors c'est vrai que l'architecte Villeneuve, qui n'a pas joué, on peut dire, la prétention des experts, s'est montré assez modeste par rapport à cela, et je pense qu'il est efficace sur ce chantier, mais bon, il a cédé à un certain lyrisme un peu larmoyant sur la cathédrale. On va essayer de dissocier justement cet aspect pour essayer d'avoir une approche un peu plus rigoureuse de la chose. Alors,
C'est vrai que dans plusieurs polémiques qu'il y a eu, la première, ça a été sur les délais. Alors, apparemment, l'architecte ne s'est pas plaint des 5 ans qui avaient été annoncés par le président de la République, mais à l'époque, il y a eu un débat, comme toujours en France, qui s'envole par les réseaux sociaux, et puis Macron, bouc émissaire, c'était vraiment pour qui se prend-il, qu'est-ce qu'il en sait, etc. Alors, il faut quand même rappeler quelques principes simples. Ce ne sont pas les entreprises et ce ne sont pas les architectes qui décident la durée des chantiers, même s'ils sont consultés, et c'est le maître d'ouvrage qui donne un objectif. Et il a né dans tous les grands projets. Il y a forcément quelqu'un qui est le commanditaire, et ce commanditaire donne une date butoir dans tous les projets, que ce soit des projets industriels, que ce soit des projets politiques, que ce soit des projets architecturaux. Donc on ne demande pas aux maçons, ce qui a été le cas, où on a demandé, alors il y a des gens qui disaient « Ouh là là, il faudrait que ça dure, il faudrait 2 ans pour faire le diagnostic, et puis il faudrait 15 ans, 20 ans pour faire les travaux. » Bon, tout ça est assez absurde, et on a vu aussi quand c'est rapide, c'est de mauvaise qualité. Bon, tout ça est assez faux, parce que un chantier est un lieu dangereux, l'édifice au moment d'un chantier, là il s'agit d'un chantier suite à une démolition partielle due à un sinistre, mais c'est pareil sur un chantier de neuf. Le chantier, c'est un moment d'instabilité, et les chantiers très longs, il faut le dire, c'est un manque de professionnalisme et c'est un manque de coordination, et un chantier pour être efficace, il doit être rapide, et c'est là d'ailleurs que les choses se passent bien. Alors bien sûr, il y a des intérêts. Les entreprises, je vais être un peu méchant, mais les entreprises qui travaillent pour les bâtiments de France, ils n'en sont pas soumis au délai que l'on a sur un bâtiment neuf. Quand on a un bâtiment neuf, qu'il soit privé, votre maison, ou un bâtiment public, c'est certain qu'il doit obéir à des contraintes à la fois budgétaires et à la fois de délai. Et c'est vrai que la restauration des bâtiments, on peut dire, elle a l'éternité pour elle. Bon, alors, je ne veux pas critiquer systématiquement tout ce qui se fait, mais on est une bonne manière de faire. Donc, pour résumer, les 5 ans donnés par le président de la République me semble un délai tout à fait raisonnable. Et quand on parle de diagnostics très très longs, les diagnostics, je vois pas très bien pourquoi les diagnostics seraient très longs. Il s'agit pas de Tchernobyl, il s'agit pas de choses qui sont très compliquées. C'est pas le virus qui nous attaque actuellement. Donc, il s'agit de quelque chose que l'on connaît. C'est un bâtiment qui n'est pas du tout, ce n'est pas une navette spatiale, ce n'est pas le débarquement de Martiens avec un bâtiment dans lequel on essaierait de découvrir quelle est la vérité derrière. On sait construire et on sait réparer. Donc, par rapport à cela, il faut enlever à la fois, comme je vous disais, le lyrisme larmoyant, et puis il faut enlever aussi ce mystère des cathédrales où on dirait qu'il y a un mystère caché de la construction, que l'on ne sait plus faire, et ça fait partie des raisonnements à la mode. Moi, je pense au contraire que le bâtiment est une grande continuité, et que l'on construise en béton, en fer, en pierre, je dirais pas en paille et en terre, mais en tout cas les différents matériaux, la démarche est toujours la même. Et même si on salue le courage, l'audace, l'inventivité des constructeurs de cathédrales, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de construction avec les mêmes contraintes à cette époque qu'aujourd'hui. Donc, c'est
ce qui transparaît dans tous ces reportages, c'est ce mystère du Moyen-Âge où on a, ce que l'on a entendu, on a entendu parler des différents corps d'État, comme si les corps de métier, hyper valorisés par rapport à notre époque moderne, on avait des démarches différentes. On s'imagine qu'il suffisait d'avoir des tailleurs de pierre d'un côté, des charpentiers de l'autre, des gens qui travailleraient sur les vitraux, et que tout ça, d'une manière spontanée, en sifflant sur les échelles, la cathédrale se construit avec la foi catholique qui souffle par derrière. Les choses sont plus pragmatiques et probablement, si on était ramené sur la construction des cathédrales, je pense qu'on serait un peu déçu parce que ça ne serait pas ce folklore, mais ça serait une approche beaucoup plus près du montage d'Airbus, et je le dis à dessein à nos amis toulousains, c'est-à-dire une unité de montage, probablement sous un hangar protégé, avec des pièces qui sont faites les unes après les autres sur des plans, numérotées, mises en place, avec des tâches qui sont particulièrement spécialisées et avec des délais à respecter, où on a les gens qui amènent les pierres, il y a les pierres qui sont taillées, les pierres qui sont numérotées, les pierres qui sont assemblées. Il en est de même pour la champa, avec le même processus. On fait les essais sur place, on fait des montages au sol, et puis on redémonte et on monte. En fait, c'est du montage industriel. Et particulièrement, la cathédrale gothique, elle est faite de ce type d'assemblage. Et donc, vous voyez que j'essaie de montrer qu'il y a cette continuité et non pas ce lyrisme qui est, on peut dire, d'un romantisme hugolien. Alors, il faut laisser la littérature à sa place, il faut laisser le cinéma et Notre-Dame de Paris et Quasimodo à la sienne. Les légendes sur les constructeurs de cathédrales aussi, il faut être très prudent. Il y a le 19e siècle avec Viollet-le-Duc qui a aussi son architecture spectacle, et il faut regarder les choses d'une manière réelle. Alors, en voilà pour donc le temps du chantier. Et quand j'entends parler des diagnostics qui devraient prendre 2 ans, il n'y a pas de diagnostic à faire. Il y a un bâtiment qui a brûlé, la charpente a brûlé, elle n'existe plus. La flèche, en tombant, a cassé une partie de la voûte, et de ce fait, la cathédrale était en instabilité. Et il fallait la protéger des intempéries et de la pluie, parce que la voûte était protégée avant et elle ne l'était plus. Et il fallait consolider les arcs-boutants, c'est-à-dire ces éléments qui sont extérieurs et qui contiennent et qui soutiennent l'édifice. Et cela a été fait de la manière la plus traditionnelle, avec des arcs en bois que l'on a mis dessous, de la même manière qu'ils ont été construits, en fait. Voilà, c'est la grande continuité. Et alors, il est intéressant de montrer la manière dont ça a été fait dans le film. Enfin, mais il n'y a pas grand miracle, parce que n'importe quel grand chantier aujourd'hui, on a ces précisions au millimètre, et ce n'est pas que sur le chantier de Notre-Dame qu'on a des grues qui montent des pièces préfabriquées et qui les ensemblent au millimètre. Bon, alors, c'est intéressant à voir, mais restons calmes par rapport à cela. Alors, il y a un deuxième point, c'était la reconstruction de la flèche. Alors là, c'était aussi le président de la République, ou
où je crois le Premier ministre a eu le tort de parler de concours pour la reconstruction de la flèche. C'était une bêtise absolue de parler de cela, parce que la question c'est soit on la refait à l'identique, soit avec les mêmes matériaux, soit on la refait à l'identique avec des matériaux nouveaux de structure, soit on la fait pas du tout. Ou la question de faire quelque chose de différent, bon, ça me paraît un peu curieux, et on ne mélange pas des styles, et les fois où ça a été fait dans les bâtiments, après ça devient assez catastrophique. Donc je pense que c'est une option ridicule et qui n'aurait même pas dû exister, et on a eu des délires d'architectes qui veulent faire les malins, comme c'est souvent dans ce cas-là. Donc la reconstruction de la flèche, pour l'histoire de la flèche d'ailleurs, il était montré, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu, et c'est l'intérêt de ce film. On montrait notamment avec des vues qui avaient été des vues aériennes prises, je ne sais pas, certainement par hélicoptère, mais qui montrait que l'échafaudage, parce que justement cette flèche était en réparation et elle était en mauvaise santé, et on avait construit un énorme échafaudage. D'ailleurs, certains ont dit, c'est un article du Point récent, que cet échafaudage était particulièrement énorme par rapport à cette flèche, et qu'il aurait mieux valu qu'il soit moins lourd et plus petit et plus léger. Alors oui, je pense aussi, simplement c'est extrêmement intéressant de voir que cet énorme échafaudage que vous avez vu, hein, qui était, ça s'appelle des structures tridimensionnelles, donc relativement stables, et la flèche en tombant l'a écrasé, et donc il a fait une sorte de coussin qui a fait que la flèche, il n'y a eu que la partie au centre de la croisée des transepts, à la base de la flèche, que la voûte a été cassée, et la flèche a été amortie dans sa chute. S'il n'y avait pas eu d'échafaudage, je vais vous dire une chose, je suis à peu près certain que la flèche en tombant aurait défoncé la voûte, et en défonçant la voûte, les arcs-boutants auraient poussé les murs, et la cathédrale serait tombée comme un château de cartes, totalement au sol, avec peut-être les tours qui seraient restées les tours de l'entrée, mais en tout cas toute la nef se serait effondrée. Donc je pense qu'il s'en est fallu de peu pour que cela n'arrive pas, et ça a été certainement un miracle que l'échafaudage serve d'amortisseur à cette flèche. Alors cette flèche, effectivement, elle était à l'origine, on n'a pas d'image de la flèche d'origine, mais elle était petite, et je pense que Viollet-le-Duc a voulu faire un grand édifice avec ses clochers, et comme vous le savez, Viollet-le-Duc était l'architecte de la restauration du XIXe siècle, qui était une restauration nécessaire, parce que la cathédrale était en très mauvais état, et cette restauration, on pourrait, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était abusive, mais en tout cas, elle a été radicale, et la cathédrale, malgré tout ce qui est raconté aujourd'hui, qu'elle est dans son jus médiéval et tout ça, la cathédrale Notre-Dame de Paris est pour beaucoup un bâtiment du XIXe siècle. C'est comme ça. Mais restaurons-le, on ne va pas le retrouver dans une authenticité qui serait très complexe à refaire, ce qui a été le cas d'ailleurs de Saint-Cernin de Toulouse, où le même Viollet-le-Duc avait fait une restauration, alors là, totalement abusive et assez scandaleuse, et Saint-Cernin de Toulouse a retrouvé sa physionomie d'origine, mais on en parlera à la deuxième partie. Il s'agissait du roman et pas du gothique.
Alors justement, le gothique, c'est un élément de notre débat, où on a beaucoup entendu de choses, où on a dit notamment, je lis, je ne sais pas, je crois que c'était le journal du dimanche, Marc Lambron, qui est un romancier, académicien, un homme d'esprit, à l'écriture acérée et humoristique, mais il disait que ce bâtiment qui a traversé des siècles et qui n'est pas comme l'architecture d'aujourd'hui, et que quelque part on savait bâtir avant, on ne sait pas bâtir aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire de la défense corporatiste d'architecte, mais je pense que on savait bâtir avant, mais le gothique, et on en parlera dans la deuxième partie du propos, la finalité du gothique, c'était l'exploit, et c'était pas justement la durabilité. Et donc ce bâtiment a été un bâtiment qui a été entretenu et qui a été en péril de nombreuses fois dans son histoire comme il l'est aujourd'hui. Et sa restauration pose justement des problèmes parce que le gothique est une architecture fragile et qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'architectures de béton qui seront probablement très difficiles à démolir, et donc je crois que ce propos est totalement fou. Alors le troisième point, c'était donc la charpente, et on a vu la charpente qui a brûlé. Et c'était assez extraordinaire de voir la vitesse avec laquelle cette charpente a brûlé, sachant que on raconte dans les écoles d'architecture, dans la profession d'architecte, et je pense aussi dans le grand public, que le bois ancien résiste, que le bois ancien ne brûle pas. Alors là, il s'agit de légendes urbaines. Je crois que si vous avez des cheminées et si vous avez essayé de faire brûler des vieilles poutres que l'on peut trouver, qui peuvent être de plusieurs siècles, ça peut être un peu difficile à démarrer, mais une fois que ça brûle beaucoup mieux que du bois récent. Donc la grande polémique sur la charpente, c'est de la reconstruire à l'identique, et en disant que ça serait un crime d'avoir certaines charpentes qui seraient construites avec des matériaux d'aujourd'hui, qui sont le fer et le métal et le béton armé. Alors, il faut dire une chose, c'est que autant il faut respecter le style, mais la charpente ne se voit pas. Et la charpente, d'ailleurs, n'était pas pour être vue. Il y a des églises en France, à l'étranger. Si vous connaissez l'église de Saint-Jean-de-Luz, vous avez une charpente en bois qui est comme un vaisseau renversé. Et justement, si on a fait une voûte, c'est parce que les charpentes brûlaient. À l'époque, on était avec l'éclairage de nuit était avec des cierges, et on avait effectivement des motifs d'incendie beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Il en était même des théâtres, et on sait que les bâtiments en bois brûlaient régulièrement. Et on a très peu de bâtiments en bois anciens. On sait que les temples en Chine, au Japon, ont été refaits après chaque incendie et sont refaits régulièrement. Donc quand on voit un temple qui date de 10 siècles, mais en fait dans la réalité il date de 50 ans. Donc aujourd'hui nous avons par rapport au bois une émotion dont j'avais parlé dans la dernière conférence, qui est de l'ordre de la morale et non pas du bon sens et du bon sens technique, mais qui est de la morale écologique. Alors là, effectivement, on est dans un domaine autre que le domaine dont je suis en train de parler, qui est le domaine de la technique constructive. On est dans le domaine de la morale.
Alors, le domaine de la morale, c'est assez curieux. On vous dit, il faut reconstruire la charpente à l'identique parce qu'elle est en bois. Et le bois, alors le bois, il a évidemment toutes les qualités. Il capte le carbone, les forêts, machin chouette, etc. Le bois, c'est la vie. Le bois, il vit, etc. Tout ça, c'est de la mythologie. Le bois brûle. Donc, si les bâtisseurs de cathédrales avaient eu à l'époque des charpentes en fer légères, ils avaient du fer, mais le fer qui servait pour faire des cerclages, notamment à Notre-Dame de Paris, il y a des attaches en fer très nombreuses dans ces bâtiments qui sont très maigres, avec très peu de matière. Mais le fer est rare, le fer est difficile à forger, à extraire, à forger, et le progrès par rapport au métal, on le sait, n'arrivera qu'au XIXe siècle. Donc, pour revenir à notre histoire de charpente, la charpente en bois, elle est faite uniquement pour tenir la toiture qui doit protéger la voûte de la pluie, de la neige et du vent et des intempéries. Donc la voûte, c'est ce qui est vu de l'intérieur, et donc qui est l'image du ciel, certainement plus dans les cathédrales romanes, et j'en parlerai, mais on a quelque chose qui est pérenne, et la charpente par en dessus, elle est uniquement utilitaire et elle n'est pas vue. Donc quand je vois aujourd'hui, on peut le dire, qu'il y a un lobby architecte, un lobby d'entreprise ou de la filière bois pour reconstruire à l'identique la charpente. Là, je pense que, alors qu'on le construise en bois encore avec des procédés modernes qu'on a vu notamment pour soutenir les arcs-boutants, c'est-à-dire du lamellé-collé, mais le construire à l'identique, ça paraît une aberration. Alors, il y avait un article par un chercheur du CNRS qui est spécialisé et qui lui propose de la refaire à l'identique avec les matériaux d'époque. Alors les matériaux d'époque, c'est-à-dire la doloire, et en suivant le fil et en n'utilisant pas les scies, et en faisant des poutres qui seraient un peu courbes, qui suivraient le fil du bois et non pas les coupes franches que l'on a aujourd'hui. Alors évidemment, il propose de faire un chantier école et tout ça et du dernier ridicule, parce que ce n'est pas du tout le lieu que l'on ait des chantiers écoles pour faire à l'identique certains châteaux forts. On voit des émissions là-dessus. Tout ça est très bien. Enfin, la Notre-Dame de Paris est un bâtiment fragile. Il est au cœur de l'île de la Cité et de la capitale de la France. Et je pense que ce qui est important, pour différentes raisons, c'est que ce soit fait rapidement et en toute sécurité. Alors, il y a aussi des éléments de ce reportage qui étaient un peu surprenants, et notamment cet article du Point qui faisait la réflexion sur la dimension de la charpente, parlait de la même chose. C'était très surprenant. On avait des scaphandres pour les ouvriers avec la contamination par le plomb. Alors moi, j'ai compris que effectivement il y avait la toiture en plomb, et que quand le plomb a fondu, il y avait des nuages, ou du moins des particules qui flottaient dans l'air, et que ça avait posé des problèmes, et on peut le comprendre. Simplement, j'ai du mal à comprendre, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais j'ai un peu de mal à comprendre que du plomb depuis un an qui s'est solidifié, il faille prendre 6 douches par jour avec des sortes de scaphandres et des souliers et des chaussures et des prises de sang, comme s'il s'agissait de Tchernobyl.
Bon, alors, ça ralentit le chantier, ça pose des problèmes extrêmes, et paraît-il que c'est les inspecteurs du travail. Alors là, est-ce qu'on n'est pas dans une folie française là du principe de précaution, parce que des chantiers avec du plomb, des tuyaux en plomb, il y en a partout, et j'ai jamais vu qu'on prenait des précautions comme cela. Voilà, bon, mais ça, je laisse des spécialistes m'informer par rapport à ça, et j'avoue que je ne suis pas plus compétent. Alors, je pense que l'histoire de la charpente, on a eu aussi, si pour finir avec ça, il y a eu un vice-président de l'ordre des architectes qui a lui aussi parlé de la charpente et d'une manière assez surprenante, il avait comme argument que il fallait la charpente à bois parce que le bois ne brûlait pas, ou du moins il brûlait lentement par rapport au fer qui brûlait très rapidement, et que le fer fondait le temps d'une demi-heure, et que si la charpente avait été en fer, la charpente, l'église, la cathédrale de Notre-Dame n'existerait plus. Oui, mais simplement le problème, c'est que le fer ne brûle pas, et que si la charpente avait été en fer, il n'y aurait pas eu d'incendie. Et que s'il y a eu un incendie, quelle qu'en soit la cause, que ce soit un mégot oublié ou une étincelle ou je ne sais quoi, sans parler de complots auxquels je ne crois pas beaucoup, parce qu'il suffit de pas grand-chose pour, comme je vous le disais, pour que du bois ancien brûle, surtout attisé par le vent à cette hauteur. Mais si la charpente était en fer, elle n'aurait pas brûlé, puisque le fer ne brûle pas. Et il vous vient pas à l'idée d'allumer une cheminée avec des pourcelles de fer ou avec de la limaille de fer. Alors, il est vrai que les pompiers, dans des bâtiments dont la charpente est en fer ou des bâtiments en fer, ont la crainte du moment de fusion dans lequel, effectivement, le fer se tord, et parce que justement il y a la fonte du matériau, et que quand on a du bois, notamment même du bois moderne, on voit le temps qui reste, et c'est un élément important. Mais il s'agit de brasiers allumés par un élément extérieur. Et alors là, ce mythe du fer qui fond, le fer ne fond pas tout seul, il fond parce qu'il y a des matériaux. Alors, il y a eu, les anciens comme moi se souviendront du drame du Suez Paris-Huron, qui avait tué 30 personnes, dont je crois une vingtaine d'enfants. C'était un collège qui était construit d'une manière fort intelligente, qui avait été construit en métal. Et le collège a brûlé d'une manière très très rapide, et les secours n'ont pas pu sauver les gens. Mais l'incendie qui s'est propagé d'une manière rapide n'a pas été fait par le fer qui a brûlé. Il a été fait par un non-respect de la réglementation de la construction. Il a été fait parce que on avait mis des cloisons en bois, et des cloisons qui n'avaient pas été traitées, ignifugées. Donc on avait mis des enfants dans un bâtiment en bois et avec une charpente en fer. Et donc le bois a brûlé d'une manière très très rapide, et la charpente métallique est tombée, et les gens qui étaient à l'intérieur sont morts, calcinés, et ça a été ce drame horrible qui a fait que les constructions en fer en France ont été arrêtées, et au bénéfice essentiellement du béton et accessoirement du bois, mais surtout du béton. Alors ça, c'est pour la petite histoire de la charpente. Alors, là où je voulais en venir à partir de toutes ces considérations qui étaient, on peut dire, conjoncturelles et techniques, c'était ce que je vous disais tout à l'heure sur la durabilité du bâtiment et de la durabilité de la cathédrale. Et je vous disais qu'il s'agissait d'un malentendu
de penser que tous les bâtiments anciens étaient faits pour durer une éternité. Alors, ça a été vrai pour certaines civilisations. On a par exemple l'Égypte, qui est la civilisation la plus ancienne et la civilisation certainement qui nous laisse les vestiges les plus extraordinaires, avec notamment la pyramide de Khéops qui a été jusqu'au XIXe siècle le bâtiment le plus haut de l'histoire de l'humanité. Et ensuite, l'architecture grecque et l'architecture romaine, dont il nous reste des vestiges importants, et notamment dans nos régions. Et il en est de même de la continuité avec l'architecture romane, qui sont des architectures qui se maintiennent dans le temps avec relativement peu d'entretien. Alors, l'histoire a souvent présenté l'architecture gothique comme un progrès technique par rapport à l'architecture romane, qui aurait été une architecture un peu plus, on peut dire, un peu plus frustre, un peu plus barbare, et par rapport à l'élan gothique. Alors ça, effectivement, c'est une vision romantique qui date du XIXe siècle, mais jusqu'alors, c'est la continuité de l'architecture classique, de la grande architecture classique, qui était l'élément essentiel de notre civilisation. L'architecture gothique, le mot gothique, justement, c'était le mot barbare et c'était peu considéré. Alors, il faut comprendre cela. L'architecture classique, gréco-romaine, on peut dire que là, avec des péripéties diverses, passé de la Grèce à Rome, un grand intervalle de 5 siècles, et l'architecture romane qui renaît sur des principes assez semblables de simplicité constructive et d'une architecture qui est massive, ancrée au sol, et donc la finalité est justement, comme l'architecture romaine, est une architecture qui doit durer dans le temps. Une architecture aussi peut-être plus simple à construire, et on peut dire que la finalité était la proportion et non pas la hauteur. Alors là, nous sommes avec l'architecture gothique dans une position totalement différente. Donc il y a une césure et il n'y a pas une continuité telle que les livres d'histoire l'ont souvent montré entre l'arc cintré et l'arc ogival. Il s'agit d'une rupture totale et on peut dire que c'est une rupture de civilisation. Alors effectivement, on peut dire que c'est l'île de France, mais il faut se rendre compte que il y a dans notre pays la synthèse de deux civilisations. Il y a les civilisations romaines du Sud, dans lesquelles nous sommes, nous, en Occitanie, qui sont des civilisations d'agriculteurs, de modification du sol, où les architectures sont construites sur des socles, avec ce que l'on extrait du sol et les murets, et puis où la transformation de l'argile en briques en fait une continuité dans la transformation des sites. L'architecture gothique, c'est une architecture du Nord. Donc ce ne sont pas des agriculteurs, mais ce sont les peuples de la forêt. Et les agriculteurs, la nature, elle est dominée, elle est transformée, elle est maîtrisée, elle est, alors on dira aujourd'hui exploitée, on peut dire aussi domestiquée.
c'est le propre de l'agriculture et c'est le propre du territoire d'ailleurs, qui va être fait de murets, de restanques, comme on dit, qui va modifier et créer des paysages créés par l'homme. Le peuple du Nord, c'est la forêt, et la forêt est un paysage qui échappe à la maîtrise de l'homme. Et les cultures sont des cultures de la nature, et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas trop développer ça, mais l'écologie vient du Nord, et nous avons un basculement de civilisation, où nous avons l'homme qui était au centre dans les cultures de l'humanisme latin, et avec le fond qui doit être la Mésopotamie, l'Égypte, et puis ces cultures nordiques, peut-être à travers le monde anglo-saxon, c'est pas peut-être, certainement, et les États-Unis, et qui aujourd'hui sont les cultures, on peut dire, dominantes, où on est dans la nature d'abord, et l'homme ensuite, parce que on a devant soi un océan, on a des grandes forêts, et on est des bûcherons et on est des pêcheurs, mais on ne peut pas transformer cette nature immense. Donc cette vision, qui n'est pas une vision morale, mais qui est simplement une double manière de mettre la nature au centre, ou l'homme au centre, et c'est l'homme et la nature, ou la nature et l'homme. Donc, dans mon propos, il n'y a pas de choix, mais il y a simplement cette constatation qui est fondamentale, et qui fait du gothique une sorte de mimésis de la forêt. Alors ça a été dit, on a dit oui, c'est la forêt, c'est en regardant la clairière que on a eu l'intuition. Non, il s'agit de transformer les architectures de bois, qui étaient liées justement à la dimension des arbres et non plus à la dimension de l'homme. Si vous regardez par exemple la cathédrale, la basilique Saint-Cernin, c'est la croix, c'est le corps du Christ. Donc on est vraiment à la fois sur le plan, comme on est sur les proportions des façades, ramenées aux proportions de l'homme et avec tout ce dimensionnement de l'homme. Donc la finalité, comme je vous disais, d'un côté c'est la proportion, c'est la durabilité, et de l'autre côté, on va être dans quelque chose qui est différent, c'est-à-dire on est dans la forêt, et la forêt, les arbres, même s'ils ne montent pas jusqu'au ciel, peuvent être gigantesques et ne sont pas liés aux dimensions de l'homme. Donc on a ce rapport qui est inversé, et c'est tout à fait intéressant, parce que la finalité et la demande qui va être faite aux architectes, c'est pas les architectes qui amènent cela, mais ce sont les commanditaires qui veulent non plus avoir quelque chose qui dure des siècles, mais quelque chose qui soit plus haut. Voilà, simplement, on a inversé la demande, on dit, quelque part, les générations d'après se débrouilleront pour l'entretien, nous, ce qu'on veut, c'est être le plus haut possible. Et on a ces prodiges que sont les cathédrales, où justement, on n'est plus dans la proportion de l'humain, mais on est dans la recherche à la hauteur. Et donc, il y a une course qui est faite de cathédrale en cathédrale. Et donc, on trouve, et ce sont donc les architectes et les bâtisseurs, les artisans, qui trouvent les moyens de cette prouesse, de cette course à la hauteur. Et cette course à la hauteur, elle a été assez fantastique, puisque on est arrivé avec la cathédrale de Strasbourg à atteindre la hauteur justement de la pyramide de Khéops, 150 mètres, avec la flèche. Bon, c'était moins compliqué que de faire une pyramide. Mais tout de même, c'était une prouesse qui a duré des siècles. Et en fait, ça n'a été qu'à la fin du XIXe siècle, avec les nouveaux procédés de construction qui ont été le fer, la fonte,
et le béton, où on a pu construire les premiers gratte-ciel à New York, à Chicago et à New York, et cette course à la performance et à la hauteur qui continue aujourd'hui. Et même Toulouse, d'ailleurs, voudrait avoir un gratte-ciel parce que c'est la course à la hauteur et que on pense que pour être important, il faut participer de cette course à la hauteur, qui me paraît personnellement assez ridicule et surtout passé de mode, puisque, comme je vous le disais, il s'agit de prouesses du siècle passé et même du siècle passé avant. Donc, nous sommes, avec l'époque gothique, dans un changement de paradigme total. Nous sommes dans la course à la hauteur. Alors, cette course à la hauteur, on a tous les artifices constructifs pour le faire. On est à la fois... on rejette les éléments de structure avec les arcs-boutants à l'extérieur, qui sont des éléments extrêmement fragiles. Bon, je veux dire, ils étaient particulièrement ingénieux, ils étaient particulièrement audacieux pour arriver à faire cela, et on fait travailler la pierre en compression au maximum. On arrive d'une manière pragmatique à la limite, la cathédrale de Beauvais, où je crois qu'on arrive à 45 mètres, sous la voûte, on est à la limite de la hauteur, et la voûte, je crois qu'on l'a refait, et elle tombe une deuxième fois, on dit on est allé à la limite, donc on est au maximum de la hauteur, et on ne peut pas construire plus haut. Voilà comment la chose s'arrête. C'est-à-dire qu'on est à la compression maximum de la pierre. Alors, il y a tous les artifices qui ont été utilisés pour faire cela, mais ce faisant, avec cette mimésis de la lumière, il n'y avait pas que la hauteur, il y avait aussi la transparence intérieure. Et donc, il est, je pense, assez inutile de vouloir comparer la cathédrale romane ou la basilique romane avec celle de gothique en termes de lumière. Vous savez, c'est exactement la même chose qui est posée aux architectes aujourd'hui. Est-ce que on vitre entièrement tout ou quelle partie on fait sombre? On n'a pas besoin de tout vitrer. Si on vitre tout, on est à l'extérieur. Et on a besoin, et c'est le rôle des bâtiments, d'être protégés de l'extérieur. Les vitraux protègent de l'extérieur, mais enfin d'une manière limitée. Et même si aujourd'hui on a des verres performants, ce n'est jamais aussi performant qu'un mur plein. Mais de plus, à travers le verre, on a la transparence. Et à travers la transparence, on n'a plus l'intimité et on voit l'extérieur. Et il y a, entre l'extérieur et l'intérieur, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que quand on rentre, quand on voit la cathédrale, on voit une sorte de lanterne magique qui va être éclairée si le soleil y pénètre ou si les cierges, et aujourd'hui l'électricité l'éclaire, et quand on rentre à l'intérieur, on va avoir le même effet extraordinaire d'ailleurs et sidérant. La Sainte-Chapelle à Paris, mais vous avez des exemples magnifiques dans le Midi, Narbonne, à Carcassonne, les cathédrales qui sont magnifiques avec ces cœurs lumineux. Donc il n'est pas du tout dans mon esprit de faire une critique et une caricature, mais on est dans une démarche qui est totalement différente, puisque en fait l'intérieur et l'extérieur sont semblables et on n'a pas cette rupture d'un extérieur et de l'intérieur. Donc, dans la latinité, dans le temple grec,
vous le savez, il y avait une sorte d'emboîtement avec le naos, le pronaos, et puis il y avait la statue d'Athéna qui était au centre et que l'on découvrait par un long processus de boîtes dans des boîtes et qui était enchâssée dans une colonnade. C'est un peu le même effet de la cathédrale romane où il y avait le jubé et il y avait des révélations progressives et ce que l'on n'a pas avec la cathédrale romane avec la cathédrale gothique, pardon, qui quelque part se donne entièrement et est visible. Donc on n'est plus dans une religion révélée qui est la religion catholique, avec sa hiérarchie, des prêtres, les évêques, les cardinaux, le pape à Rome, toute cette imbrication d'une complexité, mais on est plus dans le monde protestant où tout est vu et tout est su. Et il n'y a pas le mystère de la confession avec du caché et du vu et du caché. Et donc, cette thématique nous interroge aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport aux réseaux sociaux et où aujourd'hui, dans notre drame entre guillemets que nous vivons, aujourd'hui du confinement, où on est confiné dans l'opacité de nos maisons et on n'a plus cette libre circulation, même si on a cette libre circulation avec laquelle je vous parle dans les réseaux. On est dans cette thématique, effectivement, qui se pose d'une manière différente de l'opacité et de la transparence, mais on peut dire que cette thématique traverse toutes les civilisations et parce que c'est aussi ce qui est su et ce qui est caché. Et les villes sont les endroits du vu et du caché. Donc, je ne vais pas aujourd'hui, à travers cette relativement bref exposé, explorer toutes les facettes de cette complexité qui est celle de l'opacité et de la transparence, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la course à la transparence et à la hauteur, c'est une course technique, mais qui n'a pas tellement de sens dans la mesure où le rôle de l'architecture est justement de protéger et de cacher, et aussi de tenir dans la durée et dans le temps. Alors, on a d'un côté ce rôle effectivement de la poursuite technique, et d'une poursuite technique qui n'est pas liée avec la durabilité. Alors, je posais les civilisations du Nord et les civilisations du Sud, et on sait bien que le gothique s'est étendu dans toute la chrétienté, et on a des cathédrales dans le sud de l'Espagne qui sont de la même forme que Notre-Dame de Paris. Mais il se trouve, et c'est que nous sommes à Toulouse, et que nous avons à Toulouse, je dirais à Toulouse et à Albi, en tout cas dans notre midi toulousain, un exemple totalement extraordinaire, justement, de synthèse de la technique de l'architecture gothique, en même temps que nous avons la lourdeur, l'épaisseur et la durabilité de l'architecture romane. Je parle des Jacobins, je pense que les Toulousains l'auront compris, qui est un bâtiment absolument étonnant, qui est seul dans l'histoire de la chrétienté, en tout cas, à avoir des colonnes centrales avec une voûte gothique et qui a la lourdeur extérieure et l'épaisseur de la forteresse stable, lourde, romane, et qui a aussi cette luminosité parce que la technique de l'ogive, qui dans ce cas-là n'a plus besoin des arcs-boutants parce que on a
des poteaux à l'intérieur et des contreforts à l'ancienne à l'extérieur permet d'avoir des grands vitraux. Et là, on a la même impression que l'on a dans l'Alhambra ou dans, par exemple, un extérieur et un intérieur en opposition totale. Et quand on rentre de ce bâtiment qui est austère, on rentre à l'intérieur et on a une lumière qui est aussi impressionnante que dans une cathédrale gothique. Et donc, nous avons eu, je crois, dans le génie de nos ancêtres locaux, et nous avons le privilège d'avoir conservé justement une cathédrale qui a traversé les époques et qui a été très maltraitée d'ailleurs, enfin qui est les Jacobins, et qui est un exemple d'une certaine, on peut dire, équilibre et d'une synthèse entre le nord et le sud, et je crois qu'il y a un moment de génie qui est rare dans l'histoire, où on a une double tradition opposée qui arrive à une synthèse harmonieuse. Voilà, je termine sur ce propos positif, me semble-t-il. On peut penser que Notre-Dame de Paris soit réparée sans que l'on ait besoin de ces expertises incroyables, parce qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, que nos artisans savent faire, nos architectes aussi, et qu'on n'a pas besoin de faire du grand lyrisme comme on l'entend.